Le chapitre de la pharmacocinétique, ben, c'est un médicament qui est tout à fait biodisponible, qui est hydrosoluble, qui a une bonne élimination rénale. Ah, tout ça, c'est pas mal. Mais encore une fois, chaque fois qu'on vous dit élimination rénale, on ne vous parle pas des éliminations pour tous les médicaments, on n'entre pas dans ces domaines-là, on ne vous en parle que quand ça vous amène à des situations à risque. Immédiatement, attention au surdosage en cas d'insuffisance rénale. Pourquoi? Parce que la clairance de la digoxine est extrêmement proche de la clairance de la créatinine. Voilà. Vous baissez le DFG, Cockcroft MDRD, comme vous voulez, vous diminuez la clairance de la digoxine, vous augmentez les risques vous augmentez la digoxinémie. La demi-vie plasmatique est relativement longue, 30 heures, avec un délai d'obtention du plateau qui est de quelques jours. Donc, élimination rénale, et là, c'est probablement un des rares médicaments dont la clairance est très très liée à celle de la créatinine. Alors, ce que vous devez finalement, les seules choses que vous devez vraiment savoir, ce sont les effets indésirables de la digoxine. Pourquoi? Parce que ce n'est pas vous qui allez démarrer le traitement, c'est le cardiologue traitant, le spécialiste des troubles du rythme. Et donc, vous, comme médecin généraliste, vous devez vous attendre à un certain nombre d'effets indésirables chez ces patients. Le premier, c'est l'hyperexcitabilité cardiaque. Une hyperexcitabilité cardiaque de type ventriculaire. Donc, c'est grave. Parce que le risque, c'est évidemment la tachycardie ventriculaire, la fibrillation ventriculaire. Et là, il y a une vraie caractéristique, c'est que comme il y a une toxicité, si vous voulez, directe de la digoxine sur le myocarde, vous ne savez pas si c'est l'évolution de la maladie, par exemple une insuffisance cardiaque qui s'est accompagnée, cardiomyopathie dilatée avec une arythmie cardiaque, alors on l'a traité, mais est-ce que c'est l'évolution de la maladie ou est-ce que c'est un surdosage? Voilà. Donc c'est toujours difficile. Et immédiatement, chaque fois que vous êtes dans une situation comme ça à risque, vous pensez facteur favorisant. Et les facteurs favorisants, finalement, vous retrouvez pratiquement toujours les mêmes. C'est-à-dire que bien entendu, il y a l'âge. Vous pensez à insuffisance cardiaque, cardiomyopathie dilatée ou ischémique. Vous pensez à l'hypoxémie, bien sûr. Vous pensez à l'insuffisance rénale chronique, IRC, il aurait dû être beaucoup plus détaillé. Pourquoi? Parce qu'insuffisance rénale chronique égale risque d'augmentation de la digoxinémie, des concentrations plasmatiques. Et puis vous pensez troubles ioniques associés, hypokaliémie, tout ce qui est à risque d'hyperexcitabilité, et hypercalcémie. Là, on vous fait sortir du niveau P2, là, on vous fait rentrer en thérapeutique, mais c'est pas mal de vous former dès maintenant, parce qu'après, ça viendra plus facilement. L'hypomagnésémie aussi, on retrouve en particulier avec certains traitements du cancer. Et puis, les associations médicamenteuses. Alors là, pourquoi est-ce qu'on parle de l'hypothyroïdie? Parce que les hormones thyroïdiennes ont un effet direct d'interaction avec les récepteurs bêta-adrénergiques, aussi bien dans l'hypo que dans l'hyperthyroïdie. J'aurais dû vous les classer comme je viens de vous le dire, là, pour que ce soit plus logique. Mais enfin voilà, vous avez l'explication. Donc il faut absolument avoir en tête ces deux petits cadres là, qui sont les signes de toxicité clinique et les signes de toxicité à l'électro. Les signes de toxicité clinique, il y a une triade qui sont des nausées, des vomissements, et quand vous prenez le pouls, vous avez pof pof, pof pof, pof pof. Voilà. Vous avez du bigéminisme. Vous avez des extrasystoles bigéminées. Vous sentez au pouls le rythme, au lieu d'avoir toc, 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 toc. En fait, les malades sont lents, hein, sous digoxine. Toc, toc, toc. Vous avez toc, 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 toc. Donc rien qu'au pouls, nausées, vomissements et ça, vous dites, oh là, chez quelqu'un qui prend des digitaliques, de la digoxine, vous vous dites, oh là, il s'est passé quelque chose. Et puis, si vous êtes muni d'un électrocardiographe, vous faites le CG, et là, vous pouvez trouver des extrasystoles auriculaires, tout ce qui est trouble du rythme auriculaire
auriculaire. Là, je vous ai mis simplement extrasystole parce que vous ne savez pas du tout si c'est de l'oreillette ou du ventricule. Mais en général, celles qui sont dangereuses, ce sont celles qui viennent du ventricule. Et encore plus dangereuses si elles viennent elles ont différents foyers. Donc voilà, ce sont des petites des trucs cliniques qui peuvent vous aider beaucoup. Les interactions médicamenteuses, elles sont nombreuses. On va y voir pour terminer. Et en fait, on revient à nouveau à notre risque iatrogène élevé, index thérapeutique étroit, faible rapport bénéfice-risque, appelez ça comme vous voulez. Pourquoi? Parce que tout ça peut entraîner des fluctuations thérapeutiques. Vous voyez, je vous fais un tableau de la digoxine, qui a été un médicament très longtemps prescrit, qui est un tableau à risque. Dans les interactions médicamenteuses, vous avez essentiellement la bradycardie. Tous les médicaments bradycardisants vont ralentir ou exagérer les effets bradycardisants de la digoxine. Donc évidemment les bêta-bloquants. Et quand je vous ai parlé des bêta-bloquants, j'ai oublié de vous dire qu'il existait des collyres bêta-bloquants pour le glaucome. Il y avait un cours qui était sur la pharmacologie de l'œil. Je ne sais plus s'il a lieu encore, si on vous le fera en ophtalmo, mais c'est absolument passionnant, encore un peu compliqué. Donc les collyres bêta-bloquants sont des traitements du glaucome chronique. Une petite partie peut passer dans la circulation systémique, qui ne reste pas seulement dans l'environnement de la conjonctive. Et donc, un collyre bêta-bloquant, par exemple, peut aggraver une bradycardie sous digoxine, sans que ce soit un bêta-bloquant directement prescrit, par exemple, pour l'hypertension artérielle. L'amiodarone, qui est un antiarythmique de classe 3, on n'a pas le temps de vous traiter les antiarythmiques cette année, mais attention, l'amiodarone baisse la clairance de la digoxine, il augmente la digoxinémie. Donc c'est une double interaction, d'une part pharmacodynamique et puis d'autre part pharmacocinétique. Et puis bien sûr les antagonistes calciques, verapamil, diltiazem. Donc vous voyez, vous avez appris les bêta-bloquants, vous avez appris les antagonistes calciques. Bon, ça c'est de la logique pharmacodynamique. Et là je vous rajoute l'amiodarone. Cordarone, non commercial, médicament très classique de la fibrillation auriculaire. Mais franchement, l'association cordarone-digoxine est une association très rare, elle ne devrait pas être fréquente. Vous avez deux contre-indications majeures, seulement deux, majeures, qui sont, les sels de calcium par voie intraveineuse. Et alors vous imaginez, on a dit qu'une partie de la toxicité des digitaliques et la digoxine, c'était lié à une surcharge en calcium du réticulum sarcoplasmique. Si vous avez des concentrations plasmatiques élevées, vous avez d'autant plus de surcharge calcique. Et puis vous avez une deuxième chose, pour ceux qui aiment se soigner par les plantes, vous savez que le millepertuis est dans le collimateur. Le millepertuis qui est soi-disant un bon médicament à la dépression, et puis docteur, ça ne peut pas faire de mal parce que c'est les plantes, etc. Et nous, les pharmacologues, nous n'aimons pas, parce qu'ils n'ont absolument pas le même développement et la même surveillance que les autres médicaments. Or, le millepertuis a un effet inducteur enzymatique. Voilà. Donc, interrogez aussi vos patients. Qu'est-ce que vous prenez comme comprimé? C'est un très beau buisson, le millepertuis, voilà à quoi ça ressemble. Et on termine avec ça. Je vous ai mis la dernière ligne, c'est nombreux médicaments en cause. Nombreux médicaments en cause qui peuvent modifier la digoxinémie par augmentation de l'absorption intestinale, par diminution de la clairance rénale. Donc en général, essentiellement des médicaments qui augmentent les concentrations plasmatiques. Voilà, on a terminé à l'heure, je vous ai tout dit. Merci pour votre attention.